Bienvenue tout le monde sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo super intéressante avec mon coach Seb. Et aujourd'hui, on va parler de réussir son premier marathon. Tous les petits trucs et astuces pour bien le réussir et les pièges aussi à éviter. Donc Seb, présente-toi du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas. Déjà, merci Nico de m'accorder ta confiance pour ta préparation, de me permettre de participer à cette vidéo intéressante, je l'espère en tout cas. Qui je suis? Alors je suis coach sportif, préparateur physique, enseignant à la clinique du coureur, formateur, créateur et formateur à la méthode école de trail, qui est une méthode qui permet de rendre le trail et le sport accessible à tous. Ancien athlète et un coach avec un esprit hyper ouvert, donc qui donne une méthode et une vision du coaching qui est toute propre. On va en reparler de l'école de trail, tu vas un peu plus nous expliquer ce que c'est. Juste pour poser un peu le contexte de la vidéo, j'ai fait appel à toi l'été dernier parce que j'ai voulu me lancer le défi de faire mon premier marathon. Donc on est pile poil dans la cible de cette vidéo. Je suis un petit peu à votre place. Si vous voulez aussi vous lancer dans votre premier marathon, ben moi j'y suis. Le marathon pour tous qui aura lieu pendant les JO le 10 août prochain. Et donc j'avais absolument aucune connaissance dans comment organiser mon entraînement. On peut prendre des plans tout fait, mais j'avais envie vraiment d'avoir un plan qui soit bien personnalisé pour moi. Et donc, j'ai fait appel à toi en août. On a commencé à travailler depuis août. Ouais. Et donc, on va dans cette vidéo vous livrer un peu les clés de comment arriver à bien s'organiser, trouver les bonnes astuces et ne pas tomber dans certains pièges. D'ailleurs, cette vidéo, vous pouvez l'écouter en mode podcast, mettre dans la voiture et tranquillement l'écouter comme une discussion. C'est le but de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires seront ouverts. On pourra y répondre avec Seb. Donc Seb, parle-nous un peu de cette méthode, école de trail. Alors, c'est une idée qui est née en 2009. Moi, je fais partie des coachs qui pensent que quand les gens viennent à leur activité de loisirs, les catégoriser dans un groupe niveau 1, niveau 2 en fonction souvent de leur VMA. Tu sais, tu fais un test dans ton club là, et puis toute l'année, tu es dans le groupe 1 ou le groupe 12. Donc, tu es ou un bon ou un mauvais. Et puis, il suffit que quand tu viens à ton activité, le bon soit ton ami et que toi, tu sois le mauvais. Du coup, tu ne fais pas jamais ta séance avec lui. Ça, c'est un des premiers points. Je me suis dit, c'est au coach de s'adapter plutôt qu'aux gens de rentrer à nouveau dans des cases. Mais ça, une fois que tu as dit ça, comment tu le mets en place pour gérer des groupes complètement hétérogènes? Et du coup, je me suis beaucoup questionné sur qu'est-ce qui manquait aux gens la plupart du temps. Et là, tu es kiné, physio, j'imagine que les gens qui vont nous écouter font aussi partie ou en tout cas ont une sensibilité par rapport à ça. Très vite, en tant que coach et préparateur physique, je me suis rendu compte que les gens étaient pas assez forts. Donc, avant de les faire courir, c'était d'ailleurs un des dilemmes avec certains des formateurs de la clinique du coureur. Je voulais les renforcer parce que oui, le meilleur renforcement pour le coureur, selon un certain Québécois, Blaise Dubois, c'est la course à pied. Moi, je m'inscrivais en faux parce que je me suis dit, non, d'abord renforçons nos contemporains qui, dans leur vie de tous les jours, sont assis, font des métiers sédentaires et donc du coup perdent en force. Et s'ils perdent en force, ils ont une potentialité de se blesser qui est plus importante. Donc, je me suis dit, on va mettre des exercices de renforcement. Puis, autant je suis convaincu qu'on est fait pour courir, que notre squelette, nos tendons, nos muscles sont faits pour la course à pied, mais je suis aussi convaincu qu'on s'est désadapté à ça. Donc, la course à pied paraît simple, on rentre du boulot, on met ses baskets et puis on va courir. Moi, je me suis dit, je suis coach, je vais apprendre aux gens à courir ou je vais leur réapprendre à courir. Donc, tu vois, il y avait la partie renforcement, puis la partie technique, qui servait, la dernière des parties qui est souvent qui est privilégiée dans tous les plans d'entraînement, c'est-à-dire le développement cardiovasculaire. Et en fait, autour de ces 3 piliers-là, j'ai créé la méthode école de trail qui fait que la méthode permet d'avoir des groupes complètement hétérogènes et surtout de prendre en charge des gens qui veulent gagner des courses ou juste être en santé. Donc, c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui le grand succès de l'école de trail qui est présente dans toute l'Europe francophone et en fin d'année, on est très content en Italie pour la première fois et aussi en Amérique du Nord. Donc, ça grandit et ça permet justement d'avoir, pour les coachs qui encadrent des groupes, d'avoir des outils qui leur permettent d'encadrer tout le monde. Donc voilà. En fait, c'est ouvert à tous les coachs. Un coach qui veut se former à l'école de trail, il peut. D'ailleurs, on met le lien. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir. Ouais. C'est ouvert à qui en fait l'école de trail? À tout le monde. Tu l'as dit. Ça veut dire que même un coureur qui se dit tiens, j'ai envie de m'entraîner un petit peu différemment.
qui fait référence à mon titre de livre Moins courir pour mieux courir, qui se dit bah tiens, moi j'ai une vie de famille, j'ai un job qui me prend beaucoup de temps, puis j'ai envie de garder mon lien social avec tous les gens qui m'entourent, mais j'ai quand même envie de me fixer des objectifs, le marathon ou aller faire un trail, mais j'ai pas envie que le mot sacrifice fasse partie de mon loisir. Et justement, ils peuvent venir à nos formations. Et puis, je suis entraîneur dans un club, dans une association à titre bénévole. On apporte des outils. Et puis, je suis un professionnel ou de la santé ou de l'entraînement. Je peux venir. Donc, en fait, l'adage de l'école de trail, c'est le trail pour tous et partout. Donc, nos formations sont accessibles à tous. Okay. Super intéressant. D'ailleurs, on va en reparler de ça, du fait du temps qu'on a quand on se lance dans un marathon, par exemple. L'idée de cette vidéo, c'est pas forcément de vous faire courir le marathon en 2h30, loin de là. C'est d'essayer de le réussir et quelles sont finalement les étapes et comment organiser son entraînement. Et c'est vrai qu'on a une vie de famille, on a un boulot et c'est pas évident de s'entraîner comme ça tous les jours. Ouais. Donc ta méthode, moi que je découvre depuis août, elle est assez incroyable parce que finalement, on court pas tant que ça. Et ça va un peu à l'inverse de tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on nous a un petit peu finalement peut-être des fausses croyances qu'on nous a inculquées, des idées reçues on va dire depuis des années où tu veux préparer un marathon, il faut faire ta séance longue, ta sortie longue le week-end, ensuite tes 2 endurances fondamentales, ton intervalle en semaine et c'est calibré comme ça et toutes les semaines comme ça. Cette monotonie, en fait, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Alors, pour compléter ce que tu disais, moi, je veux bien te faire courir en 2h30, pourvu que, tu y arrives et que tu ne sors pas blessé, que tu n'aies pas sacrifié ta vie de famille, ta vie pro, pour... en fait, le chrono devient anecdotique. Alors évidemment, ceux qui sont à bloc dans le chrono doivent couper la vidéo et sont en PLS quand ils entendent ça. On s'adresse pas forcément à eux. On s'adresse à la personne qui vient de commencer la course à pied et qui voudrait faire son premier marathon. Parfait, mais justement, donc, en fait, je me bats aussi pour dire, même si tu veux faire 2h30, la méthode, elle est possible parce qu'aujourd'hui, je coach des Martines, des gens qui se mettent à la course, mais je coach aussi des athlètes élites. Et alors, justement, pour revenir sur ce que tu disais, oui, les croyances et les dogmes sont souvent inspirés des élites. Et moi, j'adore les élites. Et ils doivent nous inspirer. C'est intéressant que ce qu'ils transmettent et ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux puisse donner envie aux gens de courir. Par contre, j'alerte et je dis, ne faites pas comme eux. Tu sais, comme on dit quand tu vois une cascade, ne faites pas ça si vous n'êtes pas un professionnel. En règle générale, la plupart des plans d'entraînement sont tirés de ce que font les meilleurs. Et on essaie de se l'appliquer à 99% des gens. Sauf que malheureusement, les plans d'entraînement ont un biais parce qu'ils ne sont pas adaptables à monsieur et madame tout le monde. Et effectivement, cette vidéo doit permettre au plus grand nombre de se dire moi, je peux faire en fait. En vrai, je peux me lancer sur un marathon. Oui, ça prend du temps par contre. Effectivement, tu l'as dit en préambule, on doit avoir des échéances. On a dit... Tu es venu me voir en août dernier, on avait 1 an pour préparer ce marathon et on a eu des échéances. Mais l'idée, c'est de se dire, arrêtons les plans tout faits. C'est pas vrai qu'on prépare un marathon en 12 semaines. C'est bien en amont, même si on est déjà un peu sportif. Et évidemment, souvent la croyance, c'est de se dire, il faut que je fasse X kilomètres dans ma semaine parce que sinon, je vais pas réussir. Tu l'as dit, souvent les plans d'entraînement, c'est mardi, jeudi, week-end et avec toujours la même monotonie. On sait aussi, et en plus, toi, en tant que professionnel de la santé, tu as une obligation d'alerter ton auditoire. C'est que l'index de monotonie a une influence sur les blessures. Ça veut dire que les gens qui font un entraînement qui est très monotone ont un potentiel de blessure bien plus important que ceux qui varient l'entraînement. Donc ça, c'est aussi un point important. C'est pas varier juste pour dire qu'on varie. Ça a une vraie incidence au niveau physiologique et métabolique, mais aussi dans l'index de monotonie. Ok, super intéressant. Et oui, en plus qu'on garde plus de plaisir. Je savais pas qu'il y avait cette relation avec les incidences, au niveau des blessures. Ok. Du coup, là, on est en plein dans le sujet. Quelqu'un qui veut se lancer à faire un marathon, il s'y prend pas 12 semaines avant. Non. C'est quoi les préambules? Comment il faut qu'il soit coureur depuis longtemps? Est-ce que quelqu'un qui se dit je veux courir un marathon, il faut qu'il commence peut-être par un 10 km, ensuite il passe un semi, et ça prend combien de temps au final? En fait, moi j'aime bien. Alors, je suis enseignant à la clinique du coureur, mais j'ai pas de biais commercial à dire qu'il faut passer par. Mais les protocoles de la reprise, si tu es totalement débutant,
va sur le site de la clinique. Les programmes sont vraiment très très bien. Moi, j'y rajoute à la marche du renforcement et de la mobilité. C'est mon côté un peu sadique mais ça, c'est déjà très très bien. Et quand tu es arrivé à la fin de ton premier cycle, bah oui, inscris-toi peut-être à un 5 km même avant un 10 km. Puis après, programme-toi un 10 km. Et en fonction pas du temps, parce que le temps, presque, excusez-moi du terme, on s'en fout un peu. Mais par contre, combien de temps je mets à récupérer de mon 10 km? Si je mets une semaine à récupérer de mon 10 km, peut-être que je suis pas encore assez adapté à courir un 10 km. Parce que si vous mettez plus d'une semaine à récupérer d'un 10 km, c'est clairement que vous n'êtes pas encore adapté. Ouais. Donc en fait, il faut se respecter. Et toi, tu es venu me voir en me disant, dans un an, j'ai le marathon. Ok, ça nous laissait un an. Tu as un passé sportif, tu étais non plus pas sédentaire, tu étais actif. Donc, ok, on a eu des échéances. Mais là, on va y aller au marathon, donc ça c'est sûr. Mais imaginons dans nos étapes, on aurait échoué sur certaines des étapes. On serait dit, écoute, là, clairement, peut-être ta limite c'est le semi-marathon, et il faut l'accepter. S'amuser sur un 10, un semi-marathon, c'est déjà très très bien. Se mettre en danger parce que il faut absolument avoir terminé un jour un marathon dans sa vie. Moi, pourtant, je suis coach, je veux faire bouger les gens, mais je veux pas les mettre en danger. Donc, c'est aussi quelle problématique je mets en face. Si je suis totalement sédentaire, moi, j'aime bien dire, te fixe. Si tu as envie de faire un marathon, t'inscris pas tout de suite, passe les étapes, et une fois que tu as fini ton semi-marathon, là, peut-être mets un an. Alors peut-être que certains vont dire quoi, mais moi je suis inscrit dans 6 mois à un marathon. C'est vrai, je dois l'admettre, je suis conservateur comme coach, mais parce que je préfère un athlète qui est frustré qu'un athlète qui est blessé. Même si je vous adore vous les kinés, je préfère pas vous donner de boulot. Donc vraiment avoir des échéances et surtout respecter l'adaptation de chacun. Et c'est vrai que certains vont être plus rapides que d'autres. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire une généralité. Oui, une généralité. En fait, le maître mot, c'est vraiment encore une fois la progressivité, quoi. Vraiment l'adaptation et la progression. Et ne pas vouloir brûler les étapes, parce que c'est souvent ça qu'on a envie de faire, brûler les étapes, et il faut y aller vraiment progressivement. Et du coup, alors, pour quelqu'un qui se dirait un amateur, qui se dit, je veux faire mon objectif, plus ou moins long terme, je voudrais courir un marathon. Comment il s'y prend au début, en fait? Donc, on a dit le programme de reprise de la clinique coureur, ça peut être un très bon. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Mais il se retrouve. Est-ce qu'il a forcément besoin de prendre un coach ou il va suivre un programme tout fait? Toi, ce serait quoi la stratégie? Parce que un coach est quand même un coût financier, faut quand même le dire. Clairement. Donc voilà, c'est vrai qu'on se sent bien coucouné, c'est super intéressant, c'est plus proche de soi. On peut avoir le coach a des feedbacks, il peut faire changer ton programme en fonction de ton ressenti. Alors que le problème, c'est que quand on se retrouve sur un plan d'entraînement, les gens ils ont du mal à quantifier leur stress mécanique. Donc c'est là où ils peuvent aussi se blesser en se disant je m'écoute pas et j'y vais, je continue de le faire et bam, il finit chez nous les kinés. C'est ça. Donc, est-ce que toi, ce serait quoi la stratégie? En fait, tu l'as bien nommé. C'est-à-dire que les deux ont des avantages et des inconvénients. Je suis coach sportif, j'ai des athlètes et je coach. Alors, je suis sold out, j'ai plus de place, donc je peux le dire sans souci. J'encourage à prendre un coach. Pourquoi? Parce que effectivement, en plus, si on parle de quelqu'un alors j'aime pas le terme amateur parce que tout le monde est amateur en plus en course à pied, mais en tout cas quelqu'un qui serait totalement débutant et même un coureur récréatif, c'est vrai, on va se dire la course à pied c'est facile, j'ai juste à acheter mes baskets et puis je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je vais prendre un plan tout fait. L'avantage de ça, c'est que ça coûte pas cher et que c'est facile à trouver. L'inconvénient, c'est que tu l'as dit très clairement. Quid de ma charge externe? Ma charge externe, c'est ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie sociale, et comment je grave ça. Et est-ce que le plan que j'ai choisi, il est adapté à moi? Si j'ai assez de recul et que je suis assez à l'écoute de mon corps, mais est-ce que je suis à l'écoute parce que dès que je me casse un ongle, je mets 7 sur 10 à ma douleur, ou alors à l'inverse, même si quand je fais une séance de l'espace, tant que j'ai pas vomi, je mets pas 5 sur 10 à ma... Donc il y a une problématique, de connaissance de son corps et de son organisme. Vous les kinés, vous le savez très très bien, et nous les coachs, on le voit bien. Donc j'ai un biais en disant... Moi, j'orienterais, quel que soit le niveau, vers un coach. C'est pas vrai qu'il faut avoir un certain niveau pour prendre un coach. Mais si je me dis, ok, c'est quand même un budget, et d'ailleurs, si je peux faire un aparté, attention aux coachs qui sont pas chers, parce que souvent, ils font pas du vrai coaching. Je referme cette parenthèse, parce qu'il y a plein de très bons coachs, mais il y a le minimum. J'aime bien prendre le coaching comme les restos. Que vous alliez dans un étoilé ou un McDo, les deux s'appellent restaurant.
mais il y a une différence quand même entre les deux. Donc voilà, je referme cette parenthèse. Mais si vous décidez de prendre un plan tout fait, soyez à l'écoute. C'est-à-dire que si mardi, il y avait marqué 10 fois 200 mètres, mais que le mardi, vous n'avez pas dormi parce que la dernière, elle a pleuré toute la nuit, que votre patientèle a été toujours en retard et que du coup, vous finissez votre journée un peu sur les rotules, sachez adapter. Un plan d'entraînement n'est pas gravé dans le marbre. Un plan d'entraînement, quand vous avez un coach, il doit pouvoir de manière journalière, hein, tu le sais bien, si j'ai un problème, je peux contacter mon coach et le coach l'adapte. Mais c'est vrai, il y a moi je me fais un devoir, quand les gens arrêtent le coaching avec moi, ça veut dire qu'ils sont autonomes. Et quand ils ont réussi à être autonomes, ça veut dire que j'ai bien fait mon job. Ça veut dire que j'ai réussi à les déculpabiliser, de se dire aujourd'hui je vais adapter parce que non, ça passe pas. Et c'est pas vrai que si vous suivez absolument le plan, vous allez réussir. Un plan que vous suivez à la lettre, malgré tout, ce n'est pas gage de réussite. Et de réussite, c'est pas une chrono, hein, c'est de finir en santé, pas se blesser. C'est ça la réussite. Et un athlète qui ne se blesse pas, je rappelle souvent ça, c'est un athlète qui progresse. Donc si vous vous blessez, c'est une erreur d'entraînement. Donc oui. C'est ce qu'on dit à 80%, des blessures, c'est une erreur d'entraînement, trop vite, trop fort. Trop vite, trop fort, exactement. Et donc du coup, pour la personne qui ne voudrait pas investir, mais moi je dirais c'est dommage parce que tu veux investir dans un beau projet, investis pour toi. Et c'est vrai qu'on est dans cette culture où, et c'est propre à la France, hein, j'ai la chance de naviguer dans le monde entier, le coaching, prendre un coach normal à partir du moment où c'est pas ta spécialité. Nous, en France, on a un petit peu de mal. Encore plus dans un domaine qui s'appelle la course à pied parce que c'est très populaire, mais du coup, on manque de culture. Elle est vraiment. Moi, quand j'ai dit que je prenais un coach, les gens des fois ils me regardaient, ils me disaient mais attends, mais limite, mais tu te prends pour qui? Je crois que tu vas taper de 10 au marathon. Tu vois ça, ouais. Alors, non, je veux juste faire les choses bien. Je veux pas me blesser et je veux réussir mon marathon sans être comme ça, sans me prendre le mur du 33. Tu vois, voilà, des choses très simples. Mais c'est pas mon métier. Je suis kiné, mais c'est pas mon métier de faire une programmation, une planification d'un entraînement. Donc voilà. Et si je pouvais moi aussi redonner un peu mon expérience du fait que je t'ai pris en tant que coach et que c'est vraiment super. On a parlé de la monotonie tout à l'heure et ça vraiment c'est un game changer pour moi parce que quand je vois mon planning d'entraînement sur Nolio et que je vois chaque séance qui est différente de l'une de l'autre et que moi je vois des patients qui préparent leur marathon avec des plans qu'ils ont eu sur leur montre ou qu'ils ont chopé sur des applications et qui me disent c'est chiant, au bout de 2 mois j'en ai marre de ma planif de marathon, c'est toujours pareil, toutes les mêmes séances. Moi c'est rien à voir quoi. Donc c'est le fait d'alterner avec du renfo, du vélo, des exercices d'intervalle. Au final j'ai l'impression que chaque jour je découvre, je regarde mon Nolio, je dis tiens aujourd'hui on va faire ça, c'est super. Et à la fois ça fait aussi bizarre parce que je me dis on est tellement à contre-courant de tout ce qu'on voit que ça pose des questions. Autour de moi, ça pose des questions. Mes potes me disent, mais attends, mais c'est pas, tu vas faire ce trail de 41 km juste avant mon trail de la Saint-Victoire. Mais t'as pas fait de sortie longue. Comment tu peux, et au final, on a vu comment ça s'est passé. Ça s'est super bien passé et c'était très étonnant. Donc, le moins courir pour mieux courir, ça marche, quoi. Moi, je l'ai expérimenté déjà et au final, ça va tellement à contre-courant que des fois on peut se dire mais est-ce que je suis oui, ça marche quoi. Et donc c'est ça le fait de prendre un coach, c'est aussi l'assurance de s'éclater pendant sa prépa. Et en fait, c'est un bon point parce que alors là aussi, je vais exprès un peu choquer mais en fait, moi je ne prépare pas sur un jour J. L'idée c'est de dire et tu me l'as entendu dire, est-ce qu'on a pris du plaisir dans notre... Alors attention, hein, prendre du plaisir, c'est aussi prendre du plaisir dans les séances difficiles. On en chie aussi. Séances difficiles. Parce que là, les gens vont se dire « Ah, c'est cool, on fait pas grand-chose. » Parce que oui, le moins courir pour mieux courir, souvent certains les caricaturent en disant Seb Cornette dit de pas courir. Non, moi, au contraire, je veux courir. Je veux, et d'ailleurs, je coach des gens qui font des choses qui durent des heures et des jours. Donc, non, on veut justement pouvoir courir. Mais si dans ta préparation, tu as pris du plaisir et qu'en plus tu t'es senti progresser, j'aime bien faire un peu de philosophie de comptoir, mais c'est un peu ça, mais c'est dire que le bonheur, c'est pas le but, c'est le chemin. La préparation, c'est exactement. Si pendant ta préparation, tu as senti que tu en avais chié, mais que c'était varié, que tu as pris du plaisir et que ta famille et que ta femme, elle t'attend pas avec les valises à la fin de ta prépa et tu n'as plus de potes,
en fait, le jour J, on va pas se mentir, c'est reste du sport et peut-être que les aléas du sport fait que ça va pas aussi bien se passer que souhaité. Mais quand même, si pendant des semaines et des semaines, tu as été à l'entraînement en prenant du plaisir et en ayant envie d'y aller, même s'il y a des moments où c'était difficile, on a gagné. Et dans 90% des cas, la cerise sur le gâteau, elle est souvent beaucoup plus grosse que ce qu'on espère. Et c'est assez drôle aussi parce que quand tu me faisais ce retour justement par rapport aux sorties longues, qu'est-ce qu'une sortie longue ? Aujourd'hui, et là à nouveau, je le répète en cours, sur le cours 1.7 de la clinique coureur, principe planification de l'entraînement, plus de 2h30 de course, hein. Alors je parle pas de rando-course pour les trailers, mais de course, l'influence de la contrainte mécanique est plus négative que l'effet physiologique de courir plus de 2h30. Donc on a d'autres stratagèmes. Tu as fait des sorties longues en fait en vélo, puis derrière tu allais courir. Donc du coup tu avais cette pré-fatigue où on avait préparé, mais sauf qu'on l'a fait différemment. Oui, tu n'as pas fait de sortie de 4 heures parce que tu allais faire un trail de 4 heures. Tu vois, c'est comme dire aux gens, souvent ça choque quand je dis ça. Et d'ailleurs, quand je coach des gens qui vont faire des ultra trails par exemple, ceux qui vont finir dans le dernier tiers, parce que j'ai des gens qui finissent dans le dernier tiers et c'est ok, tant qu'ils sont en santé et que le lendemain ils peuvent encore marcher. Et puis j'ai des gens qui vont gagner. Ceux qui vont faire les sorties longues en course à pied les plus longues, c'est pas ceux qui vont passer le plus de temps, c'est ceux qui seront devant. Parce qu'ils seront plus adaptés, ils vont mieux récupérer et parce qu'ils vont passer plus de temps aussi à courir. C'est aussi ça qu'il faut casser. Et pour le marathon, même quelqu'un qui va... Le temps médian sur les grands marathons, c'est 4h15. 4h15, c'est beaucoup. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Sur les 5 grands, les 5 majeurs, okay. Si tu fais 4h15, tu es au milieu du peloton. D'accord. Donc d'accord, on ne fait pas partie des élites là. Et pour autant, les gens que je prépare qui vont faire 4h15 au marathon ne feront jamais de sortie de 4h, plus de 2h30. Mais est-ce qu'on va trouver des subterfuges ? T'en as parlé, le vélo, des sports portés, du renforcement qui va te préparer de la pré-fatigue par le vélo ou renforcement, ou derrière on va aller courir 1 heure, 1 heure et demie. Et pour autant, tu te blesseras pas et tu arriveras en bonne santé. Donc c'est vraiment ça la priorité des priorités du moins courir pour mieux courir, c'est être en santé parce qu'un athlète qui ne se blesse pas est un athlète qui progresse. Et évidemment, c'est valable pour les gens qui sont totalement débutants comme pour les gens qui veulent être performants et qui veulent avoir une vie de famille autour. Là, tu nous as parlé du vélo, par exemple. Donc, faisons une petite transition vers les activités de transfert. Du coup, toi, tu en es assez friand. Tu peux nous expliquer en quoi c'est intéressant pour courir un marathon, pour faire du trail, d'aller faire du vélo, d'aller faire d'autres sports? Je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que je vais pas te faire courir même toi pour ta sortie longue dans la prépa marathon. C'est quasiment sûr qu'on sera entre 2h et 2h15 grand max. Ok. Pour autant, il y a certainement des sorties où je vais te mettre du vélo. Pourquoi ? Parce que il faut quand même que tu ailles travailler cette filière aérobie, que tu passes du temps, que ton organisme et au niveau physiologique, tu sois habitué, ton organisme puisse aller chercher ses sucres, puisse aller puiser dans ses lipides si nécessaire, qu'il y ait une vraie sollicitation physiologique. Ça, c'est clair. Mais ne faire que de la course induit une contrainte mécanique très très importante. Donc, l'entraînement croisé, qu'il soit le vélo, le renforcement, pourquoi pas le ski de fond, tous les sports portés vont avoir une contrainte mécanique moindre par rapport à la course à pied, mais du coup, un stress physiologique sur lequel toi, tu vas pouvoir poser juste une demi-heure de course. Une demi-heure de course fait après, là, on va trahir ce qu'on a fait. Ce matin, on a fait quasiment 2 heures de vélo. On aurait pu aller courir 20 ou 30 minutes. Là, physiologiquement, tu aurais eu une réponse largement au-dessus de 2h30 de course à pied, parce que tu aurais été courir comme si tu venais déjà de faire 1h30 de course à pied. Donc une contrainte mécanique qui va pas te mettre à l'aise, tu vas pas être facile parce que tu auras déjà eu une contrainte. Pour autant, on n'aura pas une grosse contrainte mécanique. Donc l'entraînement en transfert, l'entraînement croisé, c'est primordial. Et vraiment, j'insiste là-dessus, si tu peux t'entraîner que 3 ou 4 fois par semaine, il faut au moins que tu aies un entraînement croisé. Pour faire ta filière aérobie, très très bien, tu fais ton endurance par la filière, par l'entraînement croisé. C'est ça qui rend justement l'entraînement croisé très intéressant. Ça évite et puis on parlait de monotonie. Là, on est dans une belle région, toi encore plus belle puisque tu es en plus au sud, mais quand tu as la chance d'être dans des régions où la météo te permet de faire du vélo. Mais après, on parle de vélo, mais il y a vraiment un tas de sports qui peuvent être pratiqués. Mais c'est vrai que prioritairement, alors le plus proche pour la course à pied, c'est le vélo. C'est le vélo parce qu'on est vélo de route.
ou alors le trailer, le VTT, parce que tu as une fréquence de pédalage, ça te permet aussi de. Toi, tu as un très bon. Exactement, tu es un bon descendeur, donc tu le sais bien, mais en trail, ben, justement, apprendre à regarder loin devant, bah, ça en VTT, ça te le permet aussi. Et puis la fréquence de pédalage en VTT est très intéressante. Ouais. Moi, je sais que j'adore ça. Toi, tu fais du VTT, donc c'est facile de t'en donner. C'est un peu plus complexe quand les pratiquants n'en font pas ou très peu parce qu'il y a une partie technique qui fait que on va pas non plus voilà une prise de risque qui est importante. Mais vélo de route très très intéressant. Ok, donc du coup on va dire que quelqu'un qui prépare même son premier marathon, un des gros pièges pour sa première prépa, c'est de se blesser. Exactement. Se déclencher un essuie-glace, c'est des trucs très classiques. Je vois au cabinet combien de gens j'ai vu avec des essuie-glaces à 2 semaines de leur marathon qui étaient dégoûtés parce qu'ils disent ma prépa elle est quasiment terminée, enfin elle est foutue. Et on essaie de rattraper le truc juste avant, parfois obligé de faire une injection pour que ça passe en disant bon allez, on tente le coup. C'est compliqué. Et souvent, je trouve que c'est des gens qui ont beaucoup borné, en fait, beaucoup couru. Tout à fait. Donc, à ces gens-là, peut-être on pourrait se dire, on court un peu moins, mais on rajoute le vélo. Ouais. Et dans court un peu moins, court moins en temps, mais court souvent. C'est là où je rejoins complètement ce que dit Blaise, c'est-à-dire que moi, je suis pour courir tous les jours s'il faut. 5 minutes, ça compte, tu vois. Par contre, effectivement, et tu parles des gens qui n'arrivent pas au marathon. Je vais prendre un exemple qui est concret puisque j'ai une copine, et c'est assez drôle parce qu'elle m'adore, mais elle n'a pas suivi mes plans d'entraînement et c'est ok. Hein. Elle a réussi son marathon, je l'ai applaudi, mais là, depuis le marathon de Paris, elle peut plus marcher. Elle s'est fait un syndrome de l'essuie-glace. Plus, hein, donc aujourd'hui même le vélo est pour elle difficile, donc des fois tu peux même arriver à réussir ton marathon, mais c'est quoi réussir ton marathon? Uniquement tu réussis à passer la ligne et puis après plus jamais tu recours, bah pour moi c'est un échec, hein. Si moi j'ai des athlètes qui font leur meilleur chrono mais que pendant 3 mois ils peuvent plus courir, bah je me suis planté. Je me suis planté, je préfère perdre 2 ou 3 minutes et puis qu'ils soient en santé. Donc oui, on parle du vélo, mais il y a aussi un truc que moi j'adore, c'est donner du run and bike. Run and bike, c'est un vélo pour 2. Là, tu fais ça sur le plat. Tu peux le faire avec ton conjoint, ta conjointe, quelqu'un qui n'a pas le même niveau que toi à pied. C'est ludique. C'est génial. Et là, tu vas pouvoir faire des sorties de run and bike d'1h30, 2 heures, 3 heures, en alternant toutes les 3 minutes, par exemple. C'est quoi? En fait, tu veux dire que tu montes sur le vélo, tu fais du vélo, après tu recours. Exactement. Et tu fais ça en alternance. Et ça, c'est absolument génial. Et ça, souvent, les gens qui sont totalement débutants, qui ont du mal à aller me faire du vélo, je leur mets du run and bike. Ils sont rassurés parce qu'ils se disent il faut que je cours. Là, tu vas courir, donc c'est parfait. Puis tu vas pouvoir courir et tu vas faire ça longtemps. Donc du coup, ça rassure aussi. Est-ce que j'ai fait assez de temps? Puis parce qu'on voit des plans d'entraînement où il y a des sorties de 3 heures en endurance fondamentale pour des gens qui vont mettre 4 heures, mais ça n'a juste pas de sens en fait. Alors oui, on se dit oui, mais moi je vais courir pendant 4 heures. Alors déjà. Et évidemment, j'ai du respect pour les gens qui mettent 4h15. Mais en fait, en vrai, quand les gens mettent 4 heures au marathon, ils s'arrêtent souvent au ravito. Donc en fait, ils courent jamais vraiment 4 heures ou 4h15 en continu. Il y a toujours un moment d'arrêt. Donc du coup, déjà, leur dire, en vrai, dès que tu dépasses une certaine, ou tu es en dessous d'un certain kilomètre heure, t'alternes souvent de la marche et de la course. Donc du coup, et dire que c'est ok, hein. Moi je suis complètement respectueux. Enfin, les gens qui finissent un marathon, de toute façon pour moi c'est la distance. C'est une super victoire. Et on peut même aller plus loin. Quelqu'un qui se met à courir et qui se prend en santé, c'est une victoire pleine. Carrément. Donc on a parlé du vélo. Donc vélo qui peut être intéressant à intégrer dans une prépa marathon. Toi, je sais parce que je le vis dans ma planif, tu es un adepte du run and renfo. Explique-nous pourquoi c'est intéressant. Alors, comment ça marche déjà? Alors déjà, ça marche de la manière suivante. Souvent, les gens, quand je veux les inciter à faire du renforcement, mais qui me disent en fait, c'est pas drôle le renforcement. Alors, s'ils sont pas venus faire les cours avec moi, Bring Sally Up et Billy, ils savent pas encore que tu peux le rendre ludique. Alors, c'est pas facile, hein, à nouveau, les gens, mais c'est super ludique. Mais du coup, pour convaincre les gens qui sont plutôt réfractaires, on va aller courir 3 minutes. Puis, je me suis inspiré de ce que faisait la clinique sur leur protocole de reprise. Sauf que moi, au lieu de faire 1 minute de marche, je fais 1 minute ou de mobilité ou de renforcement. Alors, à poids de corps, évidemment, ça c'est les premières séances vraiment que je trouve très ludiques pour dire,
en fait, oui, tu vas faire moins de kilomètres. Alors, attention, Strava n'aime pas ça, parce que du coup, tu fais moins de kilomètres. Il faut arrêter pendant le moment de renfort, tu coupes, et après tu repars et tu recours. C'est ça, c'est assez drôle. Si on peut faire une digression, je vais proposer ça à tous les enseignants de la clinique qui maintenant, normalement, quand vous faites le 1.0, font le jog en faisant ça. Et j'animais à Chamonix, on se réunit tous les enseignants de la clinique du coureur, et j'ai animé le jog, et ils étaient 80, c'était génial parce qu'il y avait tous les cours de la clinique. Et puis là, il y a un gars qui était réfractaire et qui faisait pas le cours avec moi et qui vient me voir, il me dit c'est un peu nul, moi je voulais juste courir. Donc au début, je dis ok, c'est pas de problème. On finit le run and renfo, il vient me voir, mais en fait c'est génial parce que on était tous ensemble, ça faisait un gros groupe parce que oui, je veux dire, partir à 80 et arriver à 80. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Tu sais, tu fais des groupes des groupes de 1, tu vois, et tu arrives les uns derrière les autres. Donc déjà, c'était super ludique. Bref, il était super convaincu. Et le lendemain, il vient me voir, il faisait un peu la tronche, il me dit, tu vois, t'as des courbatures. Il me dit, non, ouais, j'ai un peu de courbatures, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, sur Strava, je me suis fait allumer. Ouais, parce qu'en 40 minutes, il a fait que 4 km ou 5 km. Et là, ouais, c'est ça. Et là, tout le monde lui a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bref, je referme cette parenthèse parce que Strava est génial. Mais si vous utilisez Strava, il faut savoir que vous avez 80% de chances de vous blesser en plus que ceux qui ne l'ont pas. C'est une vraie étude qui a été menée sur des cyclistes. Donc, c'est assez drôle. Je referme cette parenthèse. Mais oui, donc le run and renfo, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, tu mets le renforcement et tout de suite derrière, tu vas courir. Donc, tu vas transférer ton renforcement. Parce que ce qui nous intéresse, tu sais, c'est pour ça que quand certains veulent caricaturer ce que je dis, ouais, Seb, il dit de pas courir et de faire du crossfit. Ah non, en vrai, j'adore le crossfit, mais fais du crossfit et derrière, va courir pour que ce soit transféré, justement. C'est ça qui nous intéresse. Je sais que mes contemporains sont pas assez forts, donc je veux les renforcer, mais je veux pas les renforcer pour qu'ils gagnent des concours de bodybuilding. Je veux les renforcer pour qu'ils puissent être plus efficients, qu'ils se blessent moins en courant. Donc, du coup, le fait de faire du run and renfo permet ça. Puis après, j'ai été un tout petit peu plus loin. C'est ce qui est école de trail. C'est-à-dire que, je mène mes séances de développement de puissance aérobie avec du renforcement qui est lui-même plus. Tu l'as fait, hein, des squat jump unipodo à 5-6, puis derrière une côte à très haute intensité. Pourquoi? À nouveau là, je vais avoir une réponse physiologique qui sera hyper intéressante parce que j'aurai besoin à nouveau d'avoir une fraction qui soit moins longue avec une contrainte mécanique qui va me permettre de simuler comme si j'avais fait le double de course. Donc là, on a une réponse mécanique qui est très intéressante sans avoir les contraintes de la réponse mécanique et une réponse physiologique qui est aussi intéressante que si j'avais couru le double. Donc le run and renfo a cette particularité d'être accessible parce que tu le fais à poids de corps. Puis après, évidemment, comme toi, tu es un de mes athlètes, tu sais, le run NKB, où là, des exercices quand les athlètes sont un peu plus à l'aise et habiles avec l'outil de la kettlebell. Voilà, on repart. Et donc ça, c'est aussi hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a évidemment des cycles de force, peut-être qu'on l'évoquera, mais en tout cas, ça, c'est très intéressant pour se dire, ok, je vais tenter ça. Je vais aller faire mon jog, puis toutes les 3 minutes, je m'arrête, je fais un peu d'exercice d'abord de mobilité parce que la mobilité est prioritaire. Parce que si vous faites des exercices de renforcement, un squat par exemple, la triple flexion, tu le vois dans ton cabinet, souvent les gens sont même pas capables de la faire. Ils ont des contraintes souvent au niveau de l'articulation de la cheville. Enfin bref, voilà. Donc du coup, avant de faire des squats, faites un peu de mobilité, faites des squats profonds en étant en mobilité, puis après, allez faire du renforcement. C'est aussi ça, hein, le renforcement, c'est avoir une vraie chronologie et une vraie progression aussi. Souvent dans le renforcement, si je peux me permettre aussi, c'est quand les gens, j'arrive à les convaincre que le renforcement, c'est important, tout de suite, ils vont faire des exercices trop compliqués pour eux. Commencer par des choses très simples, de la chaise, c'est déjà super. Ouais. Puis après, aller faire des squats. Puis après, seulement des squat jump. Puis après, des squat jump unipodo. Enfin, tu l'as vu dans la programmation, on était très progressif. C'est un peu la bête noire, on dirait, le renforcement, non? Quand on veut préparer, quand les coureurs, ils aiment pas en fait le renforcement. Ouais. C'est fou. Et en fait, même dans est-ce que dans les programmes tout faits, il y a du renforcement? C'est même pas dit en fait. Alors. Il y en a de plus en plus et je dois dire que les premières formations que j'ai faites, elles datent de 2016, donc on va dire que ça va faire 8 ans là. Et je dois avouer que je vois une évolution. Une vraie évolution. D'ailleurs, mon discours, moi ce que j'aime, c'est que mon discours il choque de moins en moins. Ouais. Tu as raison quand même sur un point, sans caricaturer le runner. Tu lui parles de renforcement, il dit c'est chiant. J'ai pas envie. Le premier truc, j'ai pas envie d'aller en salle, ok. La croyance est, si je vais en salle, si je soulève des poids, je vais prendre du poids et du coup ça va m'impacter. Alors qu'aujourd'hui on sait que très bien, si tu prends du poids, c'est certainement que tu en avais besoin d'en prendre, pardon. Et en plus surtout, si tu le prends sur ton appareil locomoteur, les dernières études elles démontrent que
en fait, tu gagnes en efficacité parce que tu l'as pris sur ton appareil locomoteur. Économie de course, compagnie. Et puis, si c'était si facile de prendre du poids en soulevant des charges, les mecs s'enfileraient pas des trucs de l'espace dans les veines pour prendre du volume musculaire. Donc voilà, il y a beaucoup de croyances. Et puis, il y a aussi un point qui, moi, je veux mettre mes baskets et prendre du plaisir, juste ça m'évacue la tête. Et moi, je dis toujours aux gens, mais justement, fais un peu de renforcement pour que, à chaque fois que tu vas courir, tu prennes encore plus de plaisir et que tu puisses à nouveau t'évader, te vider la tête, sans que ce soit, en fait, comme on dit, le poison, c'est toujours la dose. Ouais. Et ben en fait, c'est bien beau de dire courir, ça m'enlève le stress, mais sauf que si tu n'es pas assez fort, ben tu t'auto-tues en fait, en vrai. Ouais. Et du coup, tu vas te blesser. Et ben, exactement. Et là, c'est très intéressant tout ça parce que finalement, ce qui embête souvent le coureur, je pense, c'est d'aller se faire une séance pure et dure de renforcement. Ouais. Et finalement, avec ta méthode, école de trail, où on va courir et alterner avec du renfort, ça peut être peut-être une première approche, un premier levier pour leur donner goût au renforcement. Tout à fait. D'aller courir, ensuite de commencer à faire 1 minute de squat, ensuite faire des fentes, travailler, faire un peu des montées sur pointe de pied pour travailler tes mollets. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut se dire, si on devait renforcer, si on devait donner des conseils pour renforcer les zones les plus principales, ce serait quoi? Ce serait les mollets pour le coureur? Mollets plus. Mollets plus. Parce qu'en fait, souvent, c'est dans le renforcement, on le néglige, on dit, d'abord les cuisses, on va faire des squats. Non. Commencez par les mollets. Et puis après, tous les membres inf. Mais pas tout. Couplé avec ton corps. Des forces, exactement. Soit vraiment, soit complet. En fait, moi, j'aime bien dire qu'en fait, le renforcement, et je reviens à la genèse de l'école de trail, c'était, moi, je voulais des hommes et des femmes en bonne santé, forts. Ouais. Et si tu es fort dans la vie de tous les jours, va faire de la course parce que tu seras aussi fort dans la course. Ouais. En vrai, le renforcement pour moi, c'est d'abord, je veux que tu sois en forme. Quand tu es fort, tu peux faire beaucoup plus de choses. Jean-Jacques Rousseau disait, un corps faible commande, un corps fort obéit. Dès que tu es fort, tu peux lui demander ce que tu veux à ton corps, il va t'obéir. Par contre, quand il est faible, c'est lui qui va te dire non, mec, on va pas faire ça parce que moi, je suis pas capable de le faire. Donc, du coup, si tu te dis le renforcement, c'est d'abord et avant tout pour que je sois bien dans la vie de tous les jours, que je sois beau quand je me regarde dans la glace. Enfin, tu vois, il peut y avoir cet aspect. Après, derrière, c'est facile de se dire, si c'est nécessaire pour ma vie de tous les jours, c'est encore plus important dans une activité qui a des contraintes mécaniques plus. Et oui. Et dans le marathon, on sait que vers le 33e, 34e, on commence à fatiguer. Tout à fait. Et si jamais on a un bon renforcement, on est bien gainé, on est bien, on a travaillé ce côté-là, on a quoi? On a plus de chances de mieux finir en fait. En fait, souvent le mur du alors, il est vrai qu'il y a 2 causes au mur du on va dire du 30e, du 30 et 35e, pourvu que tu le voies pas. Parce que quand tu le vois, tu te prends en pleine tête. Mais du coup, en fait, on insiste surtout et avant tout sur l'aspect physiologique et le mur du glycogène qui fait que tu n'arrives plus à consommer ton glycogène. Donc du coup, tu tapes le mur parce que tu n'es plus en capacité d'utiliser tes sucres. C'est une vérité, mais c'est pas la seule. L'une des autres vérités, c'est la répétition de la phase excentrique de la foulée, qui est un consommateur plus justement de ton glycogène, mais qui est aussi, même si j'aime pas trop ce terme de casser des fibres, mais en tout cas qui fatigue musculairement énormément. Et en fait, c'est le couplage des deux, de la fatigue musculaire et de ce mur physiologique, qui fait que tu tapes ce mur. Et du coup, tu l'as eu sur ta préparation, et tu vas l'avoir encore plus quand on va être dans la programmation. Beaucoup de travail en excentrique, c'est-à-dire de faux plat descendant avec justement de la survitesse pour travailler cette phase excentrique plus, parce que tu es victime de cette cause excentrique. Donc si tu veux éviter ce mur, renforce-toi, parce qu'en fait, ça fait évidemment alimente-toi correctement, mais aussi renforce-toi. Parce que si tu t'alimentes correctement, mais que tu as des dégâts musculaires très importants, le mur, tu vas le prendre, c'est sûr. Okay. Et on le voit bien, donc c'est des réponses nerveuses. C'est neuromusculaire. Tout à fait. Okay. Donc le neuromusculaire, c'est la force. Ouais. Donc c'est pour ça que vous voulez vous lancer dans votre premier marathon, faites du renfort quoi. Faites du renfort, vous avez vraiment toutes les chances d'avoir une meilleure économie de course et de pas prendre le mur quoi. Ouais. Oui, et puis en fait, ce qui aujourd'hui me fait plaisir, et c'est l'une des raisons pour lesquelles certainement certains à la clinique ont changé de leur discours, c'est qu'aujourd'hui
bah, il y a de nombreux papiers. Et, je veux dire, c'est pas un ou deux papiers. Oui, les études scientifiques sont enfin voilà, font pléthore. Il y a des méta-analyses sur des études d'un très haut niveau. Ouais. Donc on est plutôt confortable. Ouais. Moi, j'avoue que quand j'étais au début et que je racontais ça, on me rigolait un peu au nez, on me disait oui, mais regarde comment s'entraînent les meilleurs, et ils font pas ça. Et au final, voilà, la science est toujours en retard par rapport au terrain. J'aime bien le rappeler. Ouais. Je suis un passionné de science maintenant, mais je suis quand même d'abord et avant tout un homme de terrain. Et ben, on l'a constaté pour 90% des gens. En fait, ce qui fait la magie de l'école de trail, c'est que ça marche pour 90 voire 95% des gens, et qu'après le reste, ça reste des exceptions, des élites et des gens qui sont nés avec des conditions et des métabolismes qui sont au-dessus de hors normes. Exactement. Mais en même temps, je suis un Nicolas Navarro, qui est un ex-oie, qui va faire les JO. Enfin, je le suis. Je regarde ses entraînements. Je suis pas du tout sinon. Et en fait, je le vois faire énormément de vélo. Il fait du renfo aussi. Enfin, je veux dire. Parce que je crois qu'il a cette culture il vient du vélo aussi, donc il a cette culture. C'était un peu plus facile. Ouais. Mais en fait, je me rappelle aussi. Alors j'ai un pote qui s'appelle Vincent Louis, qui est le plus grand. Moi, d'ailleurs, j'espère qu'il va pouvoir sélectionner au JO, et je lui fais une dédicace s'il nous écoute, et qu'il puisse briller. Mais en fait, tu vois, il a révolutionné un petit peu. Ça fait partie de ces athlètes qui ont fait réfléchir les coureurs, parce qu'il a fait vice-champion de France de cross. Le championnat de France de cross est le plus haut niveau de tous les championnats de France, parce que c'est vraiment un très haut niveau. Et ce gars-là courait beaucoup, mais nageait et roulait énormément. Et ça a démontré. Les triathlètes ont aussi aidé à. Ok, ça sert quand même en fait de faire. Et pendant très longtemps, moi j'ai commencé par le triathlon, et je me rappelle quand j'allais le vélo, c'est les muscles antagonistes de la course, donc c'est délétère. T'as une contrainte sur ta foulée, donc t'as une moins bonne foulée. Mais en fait, voilà, c'est plein d'idées reçues qui ont et le renforcement aussi avait plein d'idées reçues. Et c'est vrai qu'on a du mal encore à casser ces vieux dogmes, parce que on parlait de professionnalisation, de prendre un coach. En course à pied, on prend pas un coach, parce que même au sein même souvent, et je t'ai dit, je les forme, les bénévoles, mais au sein même de notre famille de la course à pied, souvent les encadrants, à 80%, c'est une étude réelle, sont bénévoles, et donc du coup ont reçu une formation qui est désuète, qui est dépassée, mais ils répètent. Voilà, ils répètent parce que le champion du village, c'est comme ça qu'il s'entraînait, donc on doit s'entraîner comme ça. Regarde, ça a marché pour un tel. Et en fait, j'aime rappeler qu'un bon plan d'entraînement ou un bon coach, c'est un plan qui ne te blesse pas. C'est un plan qui s'adapte. Donc du coup, si tu rajoutes de l'entraînement croisé et du renforcement, tu vas rendre ton athlète plus fort. Et ça, c'est pas uniquement un petit nain chauve qui a décidé ça tout seul dans son coin. C'est se dire, voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert et un doctorant pour mettre ça sur le tapis, et puis de dire, regardez, est-ce que ça fonctionne pour 90% des gens? Ok. Après, jouons sur le facteur, rajoutons des kilomètres si tu es en capacité, si ta vie personnelle et professionnelle te le permet. Go. D'ailleurs, juste petit aparté assez drôle, j'organise des stages avec mes athlètes, et j'ai un de nos ambassadeurs à La Réunion qui s'appelle Renan, il se reconnaîtra. Et donc il applique la méthode sur l'île de La Réunion, puis il vient en stage avec nous à La Rosière, où on organise nos stages tous les étés. Et il finit la semaine et il me dit, c'est quand même dingue. Je viens de faire une semaine où j'ai jamais fait autant de volume de ma vie, et j'ai fait ça avec Seb Cornet. Je dis ça en souriant, parce que évidemment à un moment donné il va bien falloir faire des heures. Mais pourvu que ton dogme ce soit pas d'en faire tout le temps, toute l'année. Et d'ailleurs, un de mes athlètes élites a fait des semaines jusqu'à 36 heures, alors qu'au mois de juin, il était encore à 8 heures. Un athlète que tu connais puisqu'il est dans notre groupe. Ok. Il a fait des semaines à 36 heures. Et ça, pour faire ces semaines à 36 heures, il a bien fallu qu'on trouve des subterfuges. Il a une vie de famille, il a 3 enfants, il a une vie pro qui lui prend beaucoup de temps, donc il a pas la capacité de faire 20 heures ou 25 heures comme tous les élites le font. Par contre, est-ce qu'il est apte pendant un moment de prendre un choc de volume? Oui, parce que en amont, on a construit ça comme ça. Donc voilà, j'aime bien prendre mes débutants et mes athlètes élites pour dire, vous voyez, en finale, oui, au bout d'un moment, il va falloir courir. Je te l'annonce dans ton plan d'entraînement. D'ailleurs, en parlant de ça, du volume, dans ces plans d'entraînement qu'on a sur le marathon, il y a vraiment cette question qui revient tout le temps, c'est combien tu fais de volume, combien tu fais de kilomètres. On a l'impression que pour un marathon, tout le monde parle que de ça, quoi. Ça a l'air d'être tu fais combien? 80, tu fais 90. Et en fait, on évalue. C'est une question très, très, très pertinente, et on le voit sur les réseaux sociaux. Ah, regardez, ces athlètes-là viennent de partir au Kenya, ils viennent de faire 200. Et puis ça, et t'es là, et toi, finalement, tout le monde se compare les uns les autres. Combien de kilomètres tu fais? En fait, c'est hyper perso, ça. Comment? Exactement. Tu l'expliquerais tout ça? Je l'expliquerai à nouveau parce que
le dogme du volume et du kilométrage. Et comme on caricature, je vais caricaturer ceux qui ne voient que par le volume. Si l'entraînement c'était des maths, ça serait facile. Peut-être tu fais 10 km, la semaine d'après tu fais 15, et après la semaine. Et c'est aussi simple que ça. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Ouais. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui rend notre métier et l'entraînement passionnant. En fait, la problématique, c'est qu'on ne voit que. Alors là, tu parles du marathon, on parle en kilomètres, mais tu sais, si tu vas sur le trail, on va parler d'heures. Ouais. Tu vois, si tu prépares le tour d'un petit caillou blanc qui s'appelle le Mont Blanc et que tu veux faire l'UTMB, bon, ben, les meilleurs vont mettre moins de 20 heures maintenant. Si tu vises l'élite, bon, ben, tu vas viser en 23 heures. Donc, il faut au moins que tu fasses 25 heures dans ta semaine pendant toute ta préparation. Mais non. En fait, il faut savoir que le volume, kilométrage ou horaire, c'est un segment et un curseur de la charge. Donc, moi, comment je coach? Avec la charge d'entraînement. Donc, le volume, oui. Mais l'intensité a une incidence sur le volume. Je veux dire, si tu fais 1 heure en basse intensité, c'est pas pareil que si tu fais une séance école de trail qui dure 1 heure, où tu as été te faire des squat jumps et pourtant tu as fait 1 heure. Et peut-être que tu as fait moins de kilomètres dans ta séance d'intensité, mais pour autant, tu as fait une charge qui est bien plus importante. Le troisième des curseurs, c'est la spécificité. Est-ce que je suis dans ma spécificité ou alors est-ce que si je suis coureur sur route, si je vais en chemin, bah, c'est pas pareil de faire 1 heure en chemin pour un marathonien que de faire 1 heure en chemin pour un trailer. Est-ce que c'était complexe mon entraînement? Est-ce que c'est super plat, facile, peu de consignes? Donc ça, c'est alors que si je vais faire la séance qu'on a fait ce matin où il y a une demande technique, une contrainte musculaire, ben oui, la séance n'était pas très dure, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais il y avait une contrainte. Et puis, le cinquième, la monotonie. Si tu répètes toujours la même séance et que c'est toujours la même chose, bah, ça a un index. Donc ça, c'est ce curseur de charge qui va me donner une note. Et donc, je te demande de noter, tu le sais, hein, tu as la note que je donne à ma séance, puis les sensations que j'avais pendant cette séance. Et ça, bah ça c'est bien plus important. Et je le répète, pour 95% des gens. Oui, qu'on s'inspire des élites quand ils ont fait, oh, tu as vu là, elle a fait, ou il a fait 200 km, 250 km, c'est la course un peu au plus. Ouais, et puis quand ça marche, on dit, bah tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais rappelez-vous, si vraiment je dois insister sur une chose, moi je respecte absolument ces athlètes. Et mon discours, c'est pas de dire, faut que vous changiez, hein. Mais ces athlètes-là sont exceptionnels. Ils ne représentent que 0,001% des athlètes. Donc si ça marche pour eux, tant mieux. Si certains veulent aller vers ça, ok, allez-y, mais progressif et ne négligez pas ni votre vie perso, ni notre vie pro et gardez de la progressivité. Mais moi, je n'évalue pas un plan d'entraînement en fonction du kilométrage qui est fait. En fait, se dire, je commence à 40, puis dans le cœur de l'entraînement, je suis à 60 ou 80. Pour toi, ça c'est c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe qu'un nombre de kilomètres. Exactement. Une charge d'entraînement, ça prend beaucoup plus de paramètres. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les kilométrages rentrent dans ces paramètres-là. Oui, mais ne sont pas les seuls. Je veux dire, on peut faire une semaine à 40 en ayant fait 3 séances de qualité parce que cette semaine-là, tu étais en stage. Et puis, ben, t'avais pu. Et puis, à côté de ça, on a fait beaucoup plus de vélo parce que sur les 40 km que tu as fait, en fait, tu n'avais que 40 km d'intensité. Imaginons, je caricature un petit peu pour que les spectateurs comprennent bien. Ouais. Mais du coup, pendant ces 40 km, j'aurais fait de l'intensité. Puis, à côté de ça, j'aurais fait, je sais pas, 5 heures, 6 heures de vélo sur ma semaine. Bah, pour autant, tu vas évaluer ton entraînement par rapport à ça? Non. Évidemment, ça rend plus complexe. Et c'est ce qui fait que, c'est pour ça que si on revient à une de tes questions, c'est mieux un plan d'entraînement tout fait ou un coach? Bah, le coach, lui, justement, il va dire, ok, bah tiens, viens, on tente ça. Ok, il y a évidemment, et il n'y a aucune certitude. Je suis pas en train de dire ça marche. Force est de constater que ça rend mes athlètes plus forts et donc des athlètes qui se blessent pas. Et c'est comme ça que j'évalue un coach. Si tu as des athlètes qui sont pas blessés, bon, tant pis, ils ont mis 3 minutes de plus au marathon. Ouais, vraiment. Okay, complètement. Ok. Parlons planification. Ouais. Planification. Donc comment, par exemple. Mon exemple, j'ai jamais couru de marathon sur route. Ouais. Là, j'ai fait la distance en trail, ce qui est peut-être pas pareil, hein, tu pourras me dire, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'ai fait déjà, ça m'a rassuré déjà de le faire, de savoir que je pouvais faire 40 bornes, 41 et quelques. Donc, on n'est pas loin des 42,2. Mais comment t'organises pour un mec comme moi, un athlète comme moi qui veut faire son premier marathon? C'est quoi les différents cycles que tu vas mettre en place? En façon simple, parce de façon très simple, mais c'est quand même un métier, c'est quand même assez complexe. Donc. Ouais. En fait, si tu veux, si on doit reprendre ton cas clinique, on est d'abord parti sur des choses très très basiques. On a repris les fondamentaux. Donc, quand vous partez sur un marathon, c'est pour ça que je dis, 1 an pour préparer son premier marathon, c'est le minimum à mon avis. Okay. Vraiment poser. J'aime faire le parallèle
entre l'entraînement et la construction d'une maison. Ouais. Okay, il ne viendrait à personne l'idée de mettre d'abord les tuiles avant d'avoir fait tes fondations. En fait, c'est la même chose dans l'entraînement. C'est-à-dire qu'on fait des choses très basiques, que ce soit dans le renforcement ou dans tes intensités. Puis, on s'est fixé des temps de passage. Ouais. Toi, c'était Marseille-Cassis. On a vu comment ça passait. En n'ayant fait que des fondamentaux, on était, toi-même, moi je peux le dire, en avance par rapport à mes prévisions. Et du coup, on a pu réajuster. Toi, après, tu avais ton marathon. Puis, avant, tu avais quand même, il faut le dire, tu as une activité qui, loisir, entre guillemets, qui te prend du temps et que tu aimes, le VTT. Il était hors de question de se dire, attends, on part sur le marathon, t'oublies ton VTT, t'oublies ton week-end en Italie avec tes potes. Donc, on a pris ça en considération. Mais donc, du coup, une phase de fondation, une phase après de vitesse qu'on a fait. Parce que oui, si tu prépares même de l'ultra-distance, ça reste de la course à pied. Donc, la base de la course à pied, c'est la vitesse. Donc, oui, quel que soit son niveau. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, faire du développement de la puissance aérobie ou de la VMA, on la codifie comme on veut, ça a une incidence même pour les gens qui veulent faire du sport santé. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt, eux aussi, à travailler leur vitesse. Alors, évidemment, avec de la vraie progressivité, parce que l'intensité, c'est quand même l'un des premiers curseurs de la blessure. C'est là où c'est quand on met de l'intensité qu'on risque. Charge, même on peut dire de la charge. Ouais, de la charge, parce que lui, ça va être un multiplicateur, je l'ai dit. Tu fais 1 heure à 2 sur 10 ou tu fais 1 heure à 7 sur 10, c'est pas du tout la même. Tu vois, on fait exploser la charge. Donc, une phase de vitesse ou de puissance aérobie. Puis après, donc là, je vais revenir, je sors de Nico et je viens sur monsieur et madame tout le monde. Là, on va rentrer dans un peu plus spécifique au marathon ou voire au semi-marathon, parce que toi, on est passé par des étapes. D'abord, on a préparé un semi. Hop, on prépare le semi. On voit comment ça se passe au niveau du semi. Si c'est un semi-marathon plat qui peut nous donner des indications, on va s'en servir certainement. C'est même fort probable pour nous codifier un petit peu l'allure marathon. Et puis, la dernière phase, on est vraiment là sur notre intensité. Plus que notre allure, moi j'aime bien parler d'intensité parce que souvent on se trompe à regarder, on est trop esclave de notre chrono. Évidemment, on aura des indications. Bien sûr. C'est d'ailleurs ça qui fait que le marathon est plus dur d'ailleurs qu'un trail. Tu vois, ça va pas te rassurer ce que je vais te dire, mais c'est bien que tu l'aies fini. Mais le trail, c'est tellement funny, tu vois. Tu marchais dans les montées, tu courais un peu vite. Puis on avait une stratégie où on s'est dit on va partir tranquille et puis on va finir fort, et t'as fini comme ça. D'ailleurs, on aura à peu près une stratégie qui sera à peu près similaire, un petit peu différente, mais quand même qui ressemblera beaucoup à ça. C'est-à-dire, on part en gardant et puis on essaie de finir le plus vite possible. Mais on est quand même pris par qu'on le veuille ou non, on est pris par ce chrono. Tu vois, le marathon, il n'y a pas d'excuse, quoi. Tu vois, il y a ton comment dire. Le juge de paix. Le juge de paix, c'est le chrono, tu vois. D'ailleurs, moi j'ai un peu de mal avec ça, mais souvent on dit, tu vaux combien sur marathon? Je vaux ce que toi tu veux m'accorder comme valeur, mais. Moi j'ai de la chance pour le coup, ce marathon-là, comme il y a 400 dénivelés. Exactement. Dans tous les cas, je claquerai pas comme un marathon de Valence. Exact. Et plat. Exact. Mais malgré tout, on sera quand même un peu pris par ça. Ce qui est bien aussi dans c'est que du coup, moi je gère, tu le vois dans le plan d'entraînement, je parle d'intensité, ok. Tu te mets à cette intensité, et cette intensité, c'est ton intensité marathon. Ok, c'est 5 au kilo, 5,15 au kilo, 5,30 au kilo. Oui, mais quand ça va monter, il faudra accepter que ton allure descende, mais par contre, ton intensité sera toujours la même. Et aujourd'hui, on sait une chose quand même sur le marathon, malgré ce que certains essayent de vendre en nouveau concept du marathon, c'est que si tu veux réussir un marathon, il faut que tu aies ton intensité, donc ton allure, quand elle peut être corrélée à ton intensité, qui soit la plus régulière possible. Et alors, on peut avoir une petite baisse, évidemment. Plus on est à la limite de notre intensité, surtout sur marathon, plus on est sujet à cette petite baisse. Mais faut que ce mur, justement, comme on parle, faut qu'elle arrive le plus tard possible. Donc, accepter de partir toujours un petit peu en dedans, et donc, du coup, ça, l'avoir répété. Tu vois, comment on a choisi notre allure marathon, en fait? C'est pas évident de se dire je vais faire mon marathon, en fait je veux faire du 5 au kill, et c'est en fonction de quoi, en fait, c'est pas je veux, c'est là où les plans tout faits. Alors je vais pas citer le magazine, mais il y avait des magazines très connus là. Tu veux le faire en 3h30, c'est ça. Tu passes du 5 au kill, En fait, il y a des tests, donc tu évalues ta VMA, et puis après il y a des séances que toi tu vois pas, mais qui s'appellent les séances tests, et moi je vois. Je constate en fait. Et puis, une fois qu'on a évalué et qu'on s'est dit, tu vois, par rapport à tes tests objectifs,
Bon, si c'était un marathon tout plat, voilà, le temps à peu près à 5 ou 10 secondes au kilo, ce qu'il faudrait que tu tiennes. Mais est-ce que c'est corrélé à ton intensité? Tu vois, donc quand tu rentres de ton... moi, je te donne une séance à allure. Si là, c'est pas le cas, c'est pas un tout plat, donc toi et moi, on passera pas par ce biais-là. Je te parlerai d'intensité et quand c'est corrélé à une allure, c'est OK. Mais l'idée, c'est de passer par des séances un peu test. Tu vois, les séances, ça pourrait être ton semi. Si c'est un semi totalement plat et que ça nous donne un temps, bon, ben, on peut avoir une grille de corrélation. Ça, c'est un premier point. Mais attention à se dire, oh, je veux faire le marathon en temps. Mais non, mais si ton test, je dis absolument n'importe quoi. Tu fais une VMA et tu as une VMA à 14 km/h et que tu veux faire ton marathon à 12, ben, bon chance, parce que tu le feras pas à 12, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu ne peux pas tenir cette allure tout le long. Tu peux pas tenir, tu vois. Parce que dans l'idée, en fait, quand tu cours ton marathon, il faudrait que tu sois dans quelle zone? En zone 3? Enfin, dans le vert, quoi. Faut pas être trop en cardio non plus. Sinon, tu vas pas le tenir. Tu sais, les zones d'intensité, donc peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est de Z1 à Z5, ok? Alors, il y a Z6 et 7, mais c'est plus de la destination du cycliste, parce qu'on parle de puissance à ce moment-là. Mais en fait, I1 et I2, I1, c'est vraiment l'endurance fondamentale, donc là, ça peut durer des heures. I2, ça commence à être... tu peux la tenir longtemps, des heures, tu vois. Mais I3, ben, en fait, ton I3, quand tu me dis, bah, moi, je veux le faire en I3, mais est-ce que tu es capable de maintenir, est-ce que ton marathon va durer 4 heures, tu vois? Et certains très bons coureurs sont capables de tenir leur I3 4 heures, mais la plupart des gens qui vont débuter vont tenir leur I3 peut-être 1h30. Ah ouais. Donc, tu vois, dire, c'est en I3 qu'il faut que je cours mon marathon. Oui, mais ton I3, toi, t'es pas capable de le tenir 1h30. Donc on passe. Exactement. Exactement. Le mur, quoi. Donc, clairement. Et puis au semi-marathon, il commence à dire peut-être que je m'arrêterai ici, tu vois. Donc l'intensité, elle est toujours en corrélation avec le temps de course, tu vois. Bah oui, les marathoniens maintenant qui mettent 2 heures, eux, ils sont I4, tu vois, pas loin de leur I4. Parce qu'ils sont capables de le tenir. Le I4, on dit, c'est 1 heure. Ben, en fait, ça, c'est un temps médian. Et pour les meilleurs aujourd'hui qui sont à 2 heures, ils sont vraiment à la limite de leur I4, de leur seuil ventilatoire SV2. Là. Donc, du coup, effectivement, ça dépend du temps que tu vas mettre à ton marathon. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ton intensité, elle n'est pas celle que tu décides. Elle est celle en corrélation avec le temps que tu vas passer à courir. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas te dire. Je pense que toi, on sera entre I2 et I3, tu vois, on sera à la limite, on sera sur cette bascule, parce que justement, on a constaté certainement que tu avais une bonne endurance fondamentale, qu'il faut qu'on améliore justement ta différence et ton palier entre tes deux SV1 et SV2, et que du coup, on va essayer d'aller vers ça. Mais l'erreur, ça serait de te dire, bon, Nico, je suis sûr de moi, tu pars à 5,30 au kilo, ça va tenir, tu vois. Quand ces gens-là prennent ces plans tout faits, en fait, ça leur donne un temps et donc forcément une allure. Ouais. Et ils vont passer toute leur préparation à faire ça sans avoir peut-être de séances test qui vont leur dire attention, tu seras pas capable de le tenir. Ouais. Et c'est là qu'ils se plantent. Et c'est là qu'en fait ils ratent leur marathon parce qu'ils craquent au 25e, ils prennent le mur. Parce qu'en fait, ils sont partis trop vite et qu'ils ont choisi peut-être une vitesse. Enfin, ils ont choisi un temps qui est au-delà de leur capacité. Ouais, et comme souvent les plans sont faits en kilométrage, par exemple, on va dire à Martine, qui est dans mon livre, donc je peux la citer, il faut que tu fasses 25 km à ton allure marathon. Mais si tu t'appelles Martine, que tu as une VMA à 12 et que tu t'appelles Iliud et que tu as une VMA à 24, il y en a un des deux qui va passer le double de temps. Donc, sur son 25 ou 30 km. Donc, parler en kilométrage, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut mieux évaluer l'intensité et parler en temps. Et aujourd'hui, on doit coacher, même pour les marathons, on doit coacher. Évidemment, on s'inspire des élites. Donc, on va dire, mais les élites font pas ça. Oui, les élites font pas ça. Et ils doivent continuer à faire ce qu'ils font. Mais eux, leurs 20 km, c'est 1 heure ou 1h15. Donc, alors que pour des gens classiques qui sont au qui font un temps médian au marathon, c'est 2 heures. On n'a pas les mêmes contraintes. Et puis certainement qu'en plus, les gens qui vont mettre 2 heures à faire leurs 20 km,
vont avoir plus de mal à récupérer de leurs 20 km. Donc vous voyez, il y a toujours cette notion-là. Alors oui, on prépare à faire un marathon, mais est-ce qu'on va faire un marathon dans notre préparation ? Bien sûr que non. Quand je dis ça, normalement, ça doit maintenant choquer. Mais il y a encore quelques années, je voyais des plans de marathon où sur les sorties longues, et donc je citerai pas le magazine, parce que depuis, il a fait 2-3 beaux articles sur moi, où je voyais des sorties de 30 km. Mais pour quelqu'un qui va faire un marathon en 4h30, et si tu lui fais faire, il va mettre combien de temps à récupérer de ces 30 km, tu vois ? Donc il y a cette notion-là, et donc c'est fondamental de parler en intensité plus qu'en allure, surtout quand c'est un peu vallonné. Là, celui que tu vas faire, où je vois bien celui en novembre là, de Niskan, qui est aussi tout plat au départ, puis après qui finit. Là, si tu veux absolument maintenir ton allure, tu vas dans le mur. Donc c'est ça. C'est là où, quand tu m'as dit j'aimerais passer par un trail à côté de la maison, c'était une super idée pour le renforcement, mais aussi parce que ça te permettait aussi on a régulé cette allure. Donc en fait, même si on est sorti de notre prépa marathon, on pourrait dire ça. En fait, pas moi. Moi, je t'ai demandé une intensité que tu as réussi à maintenir, et on a vu que pendant le temps où tu étais sur le trail, tu as réussi à la maintenir et tu as même réussi à finir fort. Donc ça veut dire que l'intensité est bonne. Donc quand je vais te redemander la même intensité sur le un peu plus plat, ça nous donnera une allure, tu vois. Et d'ailleurs, ça, ce que tu parles, c'est intéressant parce que dans la stratégie de course, moi, aussi bien Marseille-Cassis que le trail de la Sainte-Victoire, je suis parti, on va dire, très conservateur, très doucement, et même à un point de me dire, là, potentiellement, tu perds du temps. Mais au final, comme j'étais bien et que j'ai pu accélérer et finir vite, cette stratégie-là, est-ce qu'elle serait pas plus bénéfique que de partir trop vite, d'exploser, et là, finalement, j'ai l'impression qu'on risque plus de perdre de temps en faisant ça, de partir trop vite, d'exploser. Et quand on est dans l'euphorie de la course, surtout dans un marathon, il y a du monde, on a potentiellement plus tendance à partir trop vite, non ? En fait, c'est très vrai ce que tu dis, et en fait, quand moi je demande à certains de mes athlètes, alors il y en a à qui je demande de prendre des risques, à un moment donné, il faut aller un peu pour tenter des choses, mais en fait, à partir du moment où tu es conservateur, tu crois que tu es conservateur, mais en vrai, tu ne l'es pas. Parce que tu as l'euphorie de la course. Donc, même en te disant retiens-toi, tu es déjà de toute façon un tout petit peu plus vite. Mais ça, c'est OK. Et d'ailleurs, il n'y a pas. En fait, quand on dit qu'il faut être régulier, en fait, on est régulier, mais on part toujours un tout petit peu trop vite. Et d'ailleurs, si on parle de marathon, on peut aller sur l'ultra, c'est pareil. Même les ultra-trailers performants partent toujours un tout petit peu trop vite. Pourvu que le pourcentage auquel tu pars plus vite ne soit pas trop important, et que du coup, tu réussisses justement à un peu te contenir. Donc oui, c'est la bonne stratégie pour plusieurs raisons. Physiologique et mécanique. Puis la troisième raison, psychologique. Je veux dire, quand tu commences une course en disant ça va. Alors évidemment, faut pas qu'on caricature ce que je dis, c'est-à-dire faut pas partir en footing. On est un tout petit peu plus, évidemment, plus élevé que ça. Mais si tu pars un peu conservateur, il y a aussi la partie psychologique où tu vas commencer à doubler ceux qui sont partis beaucoup trop vite, ou même ceux qui sont partis trop vite, mais pas, ne serait-ce que toi t'as doublé la dernière ligne droite de ton trail, où t'as passé un gars, il s'est dit mais où il sort d'où, parce que t'as réussi à avoir justement cette énergie. Donc il y a aussi ce facteur psychologique. C'est quand même beaucoup plus agréable, enfin, tu vois, d'être dans les derniers kilomètres de ta course et de voir que tu es en train de rattraper du monde. Non, mais, si tu pars sur un marathon à 5 au kill et que dans ton objectif c'était ça, ton allure c'est ça, et que tu fais un départ à 5,20, c'est pas très grave, non ? C'est ça que je veux dire. Ouais, clairement. Clairement. Après, 5,20, là, on est quand même très important, mais on va dire, si ton objectif c'est d'être à 5, 5,15. Après, que tu aies des passages à 5,20 parce que on va parler de Paris, par exemple, où il y a des moments où ça monte, ça descend, c'est OK. En fait, à nouveau, revenons dans notre intensité. Est-ce qu'être à 5,20 me demande une intensité importante ? Enfin, tu vois, est-ce que si c'est un faux plat descendant et que tu es à 4,50, c'est OK en fait en vrai, parce que alors c'est OK si tu as fait du renforcement, parce qu'en fait un faux plat descendant, tu gagnes en allure, mais tu as une contrainte musculaire quand même qui est très importante. Donc attention aussi. Mais oui, effectivement, attention, c'est pas grave. Franchement, c'est les premiers kilos, tu as perdu même 1 minute. C'est ce que je spoil un petit peu ce que je vais dire, mais franchement, si au semi-marathon on est 3 ou 5, même 5 minutes au-dessus du temps qu'on aurait estimé, en vrai, si tu étais 5 minutes plus rapide, ça donne souvent 15 minutes de plus de perdu à l'arrivée. Donc attention, parce que les secondes perdues, gagnées en tout cas sur le semi, c'est des minutes perdues à l'arrivée.
on parle de negative split, donc c'est peut-être une stratégie qui est intéressante. En fait, moi, je pars un peu cool et je vais viser voilà, mon deuxième semi. Pour les trois raisons que je viens de te nommer. Physiologique, mécanique et aussi psychologique. Je veux dire, et même quand psychologique, ça veut pas dire que ça va être facile. Hein. Ça veut dire que le marathon va être difficile, mais que c'est difficile, mais tu vois que tout le monde est encore pire que toi. Donc il y a quand même ce facteur, tu vois, placebo qui dit en fait je suis bien et voilà. Et quoi qu'il arrive, même si tu as mis 3 minutes de plus à ton marathon, ou même 5 minutes de plus à ton marathon, tu dis j'ai quand même fini bien, je suis en santé, c'est cool, j'ai pas de blessés. Et puis pendant les 5 derniers kilomètres, quand tout le monde, tu ramasses tous les cadavres, là, tu étais un peu plus content. Si jamais on prend un cas où t'es parti trop vite et tu exploses un peu entre le 25e et le 35e, tu conseillerais quoi, toi, aux gens de marcher, d'essayer de récupérer ou d'essayer de continuer de trottiner malgré tout tu vois, c'est quelle stratégie à adopter là si ça se passe mal? En fait, déjà, pour éviter justement de péter, parce que quand on dit, on parle du mur du 35e, des fois il arrive au 30e, des fois il arrive au 25e. Donc plus il arrive tôt, moins c'est bon. Mais en fait, l'indication, c'est de se dire, à partir du moment où tu commences à te dire, waouh, c'est déjà dur. Ok, ralentis et peut-être faire des pauses, tu vois, pour éviter vraiment de le prendre de plein fouet, parce que le risque et l'erreur principale qui est faite, c'est c'est dur, mais c'est normal, le marathon, c'est dur. Oui, le marathon, pour moi, d'ailleurs, je peux le dire ici, le marathon, faire un marathon à son PB, c'est bien plus dur que d'aller faire un ultra trail. D'accord. Parce qu'un ultra trail, tu marches dans les montées, tu t'arrêtes au ravito, tu manges des chocs à pic et tu repars tranquille. Un marathon, si tu veux vraiment le faire à ton meilleur temps, quel que soit le temps que c'est une limite physiologique qui est ingrate et il faut aller vite longtemps. C'est pas un footing. Donc du coup, le marathon est vraiment très difficile. Donc du coup, si tu sens que déjà, si passer le semi, ça commence déjà à être dur, baisse ton intensité, peut-être fais un peu de marche pour te soulager. Mais si vraiment tu l'as frappé, mauvaise nouvelle. Il n'y a pas vraiment d'indication, si ce n'est, ça va être vraiment très très difficile. C'est pour ça que moi je pense que c'est la distance la pire, parce que en fait, tu as des contraintes neuro. Tu vois, quand les muscles ne répondent plus, tu as beau faire ce que tu veux, quand tu l'as vraiment pris plein de fouet. Donc la consigne, c'est plutôt de se dire, dès que je sens que c'est pas normal que je sois dans une zone inconfortable, vous devez rentrer dans la zone inconfortable à partir du 30e, 35e. Si avant, vous êtes dans une zone inconfortable, c'est que clairement, vous n'êtes pas sur la... Alors oui, mais aujourd'hui, ça va passer. non, les gens, ça ne passe pas. T'es sûr que ça passera pas. Et dans le pire des cas, dites-vous que ça passera pas, parce que si vous insistez, la probabilité que vous le frappiez très très fort le mur, c'est fort. Ok, bon, super intéressant. Pour conclure, si on pouvait donner les pièges à éviter, toi, tu verrais quoi comme piège à éviter dans une prépa marathon pour quelqu'un qui est débutant et qui veut faire son premier marathon? On l'a dit, ne pas négliger la distance. C'est une distance qui est très très longue. Évidemment, aujourd'hui, l'ultra trail fait passer le marathon pour une semi-course. Sauf que pour moi, c'est vraiment une distance importante. Donc, pas hésiter à se dire, je veux me fixer un temps et j'ai du temps pour le faire. Ça, c'est le premier. On part pas, je ne sais pas courir. Dans 3 mois, je fais un marathon. Ça, c'est pas possible. Non. D'ailleurs, moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui m'envoient des messages en me disant, dans 3 mois, je fais telle course. Moi, je sais pas faire. Vraiment, je dis, oui, mais j'ai vu en plan d'entraînement, en 12 semaines, je pouvais faire mon marathon. Ok, bonne chance. Mais moi, je sais pas faire. Donc, prendre déjà du temps, avoir des échéances dans tout ça. La deuxième chose, c'est quand vous êtes c'est bon, vous avez validé toutes les étapes, ne pas découvrir, ça paraît paradoxal, mais votre nutrition. C'est-à-dire que si vous passez beaucoup de temps, c'est-à-dire pour les gens qui vont nous écouter, au-dessus de 3 heures, 3h30, 4 heures, vous allez avoir besoin de vous alimenter, parce que, je l'ai dit, ça n'existe pas de faire un marathon sans boire et sans manger un minimum, ou en tout cas d'utiliser des gels, des barres, du carburant. Exactement. Il ne viendrait à personne à l'idée, aux gens, partir en vacances sans avoir fait le plein, ou avoir rempli la Tesla à son max de 100%. Donc ça, c'est un point qu'il est fondamental de faire, et donc de l'inclure même dans l'entraînement, c'est-à-dire dans les phases spécifiques. Quel gel je vais le prendre, là il faut pas le découvrir le jour de la course. De l'inconfort gastrique, il y a beaucoup de gens qui abandonnent les marathons à cause de problèmes gastriques. Donc c'est très très travailler bien avant. Exactement. La bonne boisson d'effort, les bons gels, la bonne stratégie nutritionnelle, hyper important. Encore une fois, on voit les élites qui partent sans rien. Oui, parce que souvent ils ont leur propre boisson qui sont posées aux endroits propices. Ok.
Mais moi, ça me choque pas que mes coureurs récréatifs partent avec ou une ceinture ou pourquoi pas hein, le gilet de trail. C'est ok en fait en vrai. Ouais. Et vous perdrez pas de temps. Hein. Oui, tu t'alourdis, mais en fait, vu ce que tu vas y gagner, donc j'ai pas de problème avec ça. Les puristes de marathon diront ouais, c'est des tricheurs. Ouais. Mais si vous avez la chance d'avoir le même sponsor que la course dans laquelle vous allez courir, qui vous fournit la boisson, ça peut se tenter. Mais la plupart du temps, on va pas se mentir, c'est de l'eau et c'est pas des boissons qui sont souvent auxquelles on est adapté. Donc ça, c'est une première. Pour les ravitaux, on s'arrête, on se fait une pause ou on prend, on boit un verre d'eau et on repart. Toi, tu conseilles quoi? De pas casser son allure, de pas casser son rythme quand même. En fait, et là, c'est le seul moment où je vais avoir sectoriser les gens, c'est-à-dire que au-dessus de 3h45. Que tu t'arrêtes, même au-dessus de 3h30, mais on va dire entre 3h30 et 3h45, c'est un peu la zone grise. Là, c'est mieux que tu restes toujours un petit peu dans ton rythme et tout. Mais même si tu fais 3 heures, que tu t'arrêtes 2 pas et que tu bois ton truc parce que c'est plus confortable, parce que ça aussi, c'est pareil. Tu attrapes le truc au vol, le gobelet. Alors maintenant, il n'y a plus de gobelet, heureusement, mais voilà, même ta bouteille et que tu n'arrives pas à boire, en fait, en vrai, arrête-toi. Donc, c'est casser le rythme. Évidemment, il y a ça. Mais au final, c'est pas non plus ça qui va te faire gagner du temps. Mais si tu as tes boissons sur toi, tu t'es déjà habitué à faire ça. Mais si tu veux prendre une banane et qu'il te faut du temps pour un petit bout de banane, un peu de solide, oui, c'est bien quand même de prendre 10 mètres pour marcher. Ça n'aura aucune incidence sur votre… Au contraire, même ça va peut-être un peu vous soulager. C'est ce que je disais. Au-dessus de 4h15, quand les gens courent entre 3h45 et 4h15, on sait qu'il y a des moments de marche et c'est OK. En fait, c'est comme pour les trailers qui veulent absolument toujours courir même en montée. Non, des fois, il faut savoir accepter de marcher et puis c'est OK. OK. Autre conseil pour des pièges à éviter que tu verrais. À nouveau dans la nutrition, la pasta partie de la veille, on oublie ça. On se documente sur la nutrition parce que vraiment. Il y a plein de bonnes vidéos sur YouTube. Il y a plein de bonnes vidéos. C'est sûr. Non, mais on arrête la pasta partie de la veille avec les pâtes trop cuites. On a fait son stock en glycogène bien avant. Et puis on a. Là à nouveau dans la préparation parce que le jour de la course évidemment après on ira sur les conseils du jour de la course mais c'est souvent en amont qu'on fait les erreurs. Moi, évidemment, j'aime que mes athlètes, quels qu'ils soient, profitent de la vie. Je dis quand on est proche de notre objectif, dans le mois avant, on évite les extras. Voilà, 3 semaines, aller au max, pour que, au moins tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a mis en place, ça soit pas gâché parce que on a décidé de prendre l'apéro avec les amis. Je veux dire, un apéro, tu peux en reprendre un autre. Pas d'alcool, pas de trucs, pas d'excès, quoi. Voilà. Sans devenir un ayatollah d'un seul coup et priver toute la famille, mais être juste cohérent. Donc du coup, dans tes quelques jours avant, on refait pas d'erreur dans la nutrition. C'est vraiment au niveau de la nutrition les principaux conseils. Ok. Ensuite, au niveau planification de l'entraînement, on a dit attention à la charge. Ouais, bien décharger aussi. Ça veut dire que attention. 15 jours avant, tu veux dire la phase d'affûtage. Ouais, la phase d'affûtage, tapering en anglais, c'est plus adapté encore que la phase d'affûtage parce que l'affûtage, on croit que faut être maigre et il faut se priver. Non. Donc dans la phase de taper là, l'idée c'est plutôt de se dire là il faut diviser tout par 2. Okay. Alors si tu t'entraînais, si on prend le temps là, si t'entraînais 5 heures dans ta semaine, là il faudra plus. Tu t'entraînes toujours autant. Mais tu divises tout par 2. Et surtout, attention, les 15 derniers jours, vous avez fait le taf. En fait, on a fait le taf. Physiologiquement, on a fait le taf. Allez, on peut aller jusqu'à 10 jours d'affûtage pour ceux qui sont plus à l'aise. Et les élites vont avoir qu'une semaine. C'est OK, mais c'est des élites. Donc, les 15 derniers jours, on fait attention, on réduit tout et on essaie surtout pas de se rassurer. L'entraînement, il est fait. Ayez confiance en ce qu'on a fait. Et il y a toujours. Marathon le week-end avant. Ah non, attends, je vais voir si ça passe. C'est sûr que le marathon de la semaine avant, c'est le meilleur moyen de faire un bon marathon la semaine d'avant, mais pas le jour de la course. Ça, c'est l'un des écueils principaux dans l'entraînement. C'est-à-dire, et j'aime bien rappeler ça, je le dis souvent en blague, je dis, t'as beau avoir payé le coach le meilleur de l'univers, c'est-à-dire moi, très cher, mais si tu te plantes dans ta phase d'affûtage, il aurait mieux valu que tu prennes un truc gratuit, que tu ne rates pas ta phase d'affûtage parce que, en fait, c'est cette phase la plus importante. Plus que d'accumuler des kilométrages et tout ça, c'est cette phase de. Soignez le sommeil, reposez-vous. Vraiment. Devenez feignant. Cool, Devenez feignant.
Ça veut pas dire que vous entraînez plus. Hein. Si vous vous entraîniez 4 ou 5 fois, vous gardez la même fréquence. Ouais. Vraiment, la fréquence est important. Mais par contre, on réduit tout. On réduit tout. Pour que, justement, le jour de la course, ça soit du plaisir. Donc ça, c'est erreur à éviter, c'est de se rassurer. Vouloir se rassurer. Ouais. Tout ça. Parce qu'on dit, ouais, mais j'en ai pas fait assez. C'est sûr, il faut que les gens soient au courant. Il y a une phase de doute énorme. Ouais. Est-ce que j'ai fait assez? Et puis les réseaux sociaux me disent que, en fait, non, je vais pas jamais réussir. Ouais. Ok, soyez confiants. Ok. D'autres Après, éviter. Le jour de la course, ne pas s'inquiéter de la dernière nuit. Souvent, c'est une nuit catastrophique parce que Marseille classique, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, horrible. Et c'est pas très grave en fait. La veille, c'est pas très grave. Si les jours précédents vous avez réussi à dormir, c'est ok. Vous avez réussi à faire des siestes, c'est ok. Si la veille vous avez passé une mauvaise nuit, en vrai, ça joue, c'est vraiment infime. Donc du coup, le jour de la course, pareil, à nouveau, je reviens sur l'alimentation parce que c'est fondamental. Ouais. Bien avoir testé aussi mon petit déj 3 heures ou 4 heures. Ce que je prends le jour du petit déj, j'ai l'habitude. Hein, on n'invente pas des petits déj parce qu'on s'est dit mince, putain, j'ai vu cette élite là, il mange ça et moi je mange pas ça. Non. Restez classique, même si c'est pas très conventionnel. Si ça vous va, c'est ok. Si vous faites un grand marathon. Alors ce qu'ils ont fait à Paris, moi ce que je trouve vraiment génial, c'est-à-dire que vous venez avec une vieille veste, puis après ils le donnent au secours populaire parce qu'après vous pouvez le retirer. Ouais, se faire de la mobilité, s'échauffer, c'est pas que courir. Ouais. Hein, faire de la mobilité, un peu de renforcement, histoire de s'activer. Parce que souvent, là, 95% des gens qui nous écoutent, ils vont passer du temps dans le sas. C'est très très long. Mais moi je suis parti à Marseille classique, je suis parti à froid. Ouais, c'est ça. Je faisais des squats un peu parce que on était tous condensés dans ce grand public. Exactement. Et on pouvait pas bouger quoi. Ouais, c'est ça. Donc impossible de courir. Ouais. Donc ou alors courir sur place. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais s'activer en tout cas, c'est pas grave si vous courez pas. Activez-vous, ok. Ne vous suractivez pas non plus, ok. C'est un marathon, ça va prendre beaucoup de temps, donc beaucoup d'énergie. S'il vous plaît, soyez. Mais échauffez-vous, faites. Combien de temps avant? Toi, il faut quand même. Alors, moi, ce que je conseille souvent, c'est si vraiment on fait une course, on va reparler de Paris parce que c'est celui où il y a le. 1 heure avant la course, fais quand même tes 10-15 minutes de jog, fais quelques montées de genoux, tant que t'es pas dans le sas. Puis après, quand t'es dans le sas, la dernière demi-heure, là, active-toi, fais de la mobilité, va chercher, et puis cours sur place, très très cool. Travaille aussi sur ta respiration, redescends parce qu'il va te falloir aussi des petits moments, si ce n'est de méditation, mais en tout cas où tu te focuses sur ta respiration et où tu te laisses redescendre. Mais si tu t'es activé un petit peu avant, 1 heure avant, 1 heure et demie avant, assez, le corps humain est bien foutu parce que oui, il se refroidit très vite, mais il se réactive aussi très très vite. Donc voilà, et se couvrir parce que il faut quand même être chaud et puis laisser ça. Donc voilà, avant la course, faire attention à son petit déj, bien s'échauffer malgré tout. Et s'échauffer, c'est pas la peine de faire des kilomètres vraiment. Mais ça, c'est pareil. Les exercices que vous allez faire sur la ligne de départ, c'est pas des exercices que tu découvres, c'est vraiment des exercices que tu maîtrises et que tu fais. Et tant pis si c'est le seul à le faire. Okay. Ça, c'est aussi une des craintes, c'est le regard des autres. Ouais, le regard des autres, tout à fait. Ok, donc ça, c'est les erreurs à éviter. T'en vois d'autres? Ou c'est pas mal là? Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, profitez, vous allez être marathonien. Et être marathonien, on l'est à vie. Donc, avoir du respect quant à cette distance qui est pour moi une des peu importe le temps, en fait. C'est ça qui est important. De dire que je sais plus combien, mais c'est le nombre de gens qui courent déjà sur terre, c'est que dalle, quoi. Déjà de courir, c'est beau, quoi. Exactement. Hein, je sais plus c'est quoi, 4-5% de gens, je me souviens plus exactement du chiffre. Si tu fais du sport au moins 4 heures par semaine, tu fais du sport plus que 95% des gens sur le monde. Donc déjà c'est une belle victoire avant d'essayer de viser un temps. De faire ça, c'est. Et puis en fait, comme on l'a dit, si vous avez pris du plaisir dans votre préparation, et que vous devenez marathonien, oui, peut-être le prochain, on aura un peu plus d'objectifs chronométriques. Mais si c'est le premier, profitez de cette fête. Et découvrir la distance, c'est ça. Sans forcément. Donc finalement, ça pourrait être aussi un conseil pour faire un premier marathon. Est-ce qu'il y a forcément besoin de se fixer un objectif et un temps? Pour moi, non. Et peut-être que certains ne vont pas l'entendre, mais pour moi, c'est préparez-vous correctement. Et après, une fois qu'on a fait ce premier marathon, se dire ok, j'ai envie de me challenger, c'est bien de vouloir se challenger et de se dire au final maintenant je me connais, j'en reprends, mais évidemment peut-être pas dans mais prenez bien 6 mois entre les 2 marathons, entre la récupération de ce marathon et puis après repartir sur une préparation. Mais oui, le premier, soyez connectés à vos sensations. Et en fait, si vous avez réussi à choper ça tout de suite,
bah, le reste, ça viendra encore plus facilement. Ok. Plutôt que de s'enfermer dans un carcan chronométrique qui fait que on vaut ce temps. Non, on vaut mieux que tout ça. C'est belle conclusion, Seb. Merci en tout cas d'avoir Merci à toi. répondu à toutes ces questions. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions. Donc, on aura quand même répondu à pas mal d'interrogations que peuvent se poser les gens qui font leur premier marathon. Hein. Moi, j'en suis l'exemple même et j'ai plein de questions. Bon, tu es là pour y répondre. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, activer la petite cloche, mettre un petit pouce bleu, un petit like. Et si vous voulez découvrir plus sur l'école de trail et Seb, il y a tous les liens qui sont dans la description. On peut te retrouver sur Instagram aussi. Instagram, coach Seb. Je vous mets le petit lien. Et puis merci Seb. Et puis nous, on se retrouve, on continue la prépa. Et on se retrouve le 10 août pour le marathon pour tous. Merci. À bientôt Seb. Ciao, Salut, ciao. Merci.